j'appelle pour discuter de cybersécurité et d'IA nos intervenants de cet après-midi. Donc Guy Flamand du campus régional de cybersécurité et de confiance numérique. Merci. Donc Javier Martinez qui est en charge de projets innovants chez Technalia et Madame Françoise Soulier, conseiller scientifique chez Hub France IA. Voilà, vous avez chacun votre place. Les cinéastes sont très en avance sur les problématiques de la société et ils abordent ce sujet passionnant et crucial de la cybersécurité et de l'IA, qui sont en effet deux thèmes qui s'influencent, qui sont à la fois créateurs d'opportunités et source de défis importants pour les concepteurs. Donc on avait démarré cette table ronde avec l'IA, source de risques supplémentaires. La cybersécurité, doit-elle faire confiance à l'humain qui développe les IA? Et donc pour démarrer cette table ronde, je vous propose une petite histoire. Il faut imaginer une usine qui fabrique des biscuits. Et donc, cette usine de Nouvelle-Aquitaine, elle fabrique les meilleurs biscuits, et ils sont croustillants. Elle utilise de l'IA. Elle a des caméras, elle a des capteurs. Ces différents outils lui permettent de récupérer des données, et l'IA gère un process industriel. On va mesurer des températures, on va mesurer de l'humidité. On a des recettes qui sont adaptées en fonction du poids de la matière première qui arrive dans l'usine. Et cette petite histoire a pour objectif de vous expliquer que quand on utilise de l'IA, si on ne sécurise pas, on va dire que l'ingénieur en charge de l'IA peut très bien décider d'améliorer son dispositif, de faire du zèle. Je vais rajouter un modèle, quelques données supplémentaires. Moi, les biscuits, je les aime plus croustillants. Mon chef sera content, je vais lui montrer que je suis capable de générer un nouveau modèle d'IA. Donc, très bien. Il rentre les nouveaux modèles, il a les mots de passe, il a tous les codes pour travailler, il met à jour le système. Bon, l'IA, elle fait de la prédiction, on lui rentre des nouvelles données, il y a des erreurs, il y a des bugs. Et le problème, c'est que les biscuits ne sont pas croustillants, puisque la solution que propose l'IA, c'est d'augmenter la température du four de 200 degrés, alors qu'ils étaient déjà cuits à 200, on va passer à 400. Ben en fait, on va se retrouver avec des biscuits complètement carbonisés. La panique s'installe dans l'usine, puisque le four en charge de la cuisson va tomber en panne à son tour. Il va y avoir une coupure d'électricité, l'usine est à l'arrêt, donc on va dire que le responsable de l'IA a mis en panique complètement son usine. Voilà un petit scénario pour vous expliquer comment l'IA et la cybersécurité sont liés, sont extrêmement liés. Et pour échanger sur cet exemple industriel totalement inventé, mais qui pourrait arriver dans une situation extrême, on va parler de cet équilibre délicat entre l'IA et la cybersécurité avec nos intervenants, que je propose de se présenter et à qui je vais poser la première question. Donc, nous avons Javier, première question. Que penses-tu de ce scénario? Que t'inspire cette histoire dans ton expérience? Comment la cybersécurité est perçue dans l'industrie pour toi? Ça marche directement. Oui, ok. Merci tu Sébastien. Présentes Technalia et tu réponds à la question après. Ok. Javier Martinez, il présente ses excuses. Il n'a pas, pu assister aujourd'hui. Le Javier Martinez du passé s'excuse. Ça sera moi qui participera aujourd'hui. Et moi, je travaille à Technalia. Technalia, c'est un centre privé de recherche technologique au Pays Basque. Là, on est 1500 personnes. Et on s'adresse à différents secteurs comme l'industrie, la mobilité, la santé, la construction et l'énergie. Il y a des sujets entre autres, qui sont transversaux,
comme l'IA et la cybersécurité. C'est des sujets transversaux qui touchent tous les secteurs, toutes les entreprises de plus en plus. Non? Et là, à Tecnalia, on fait des projets d'innovation. Et l'innovation, un peu comme la cybersécurité aussi, ça permet à les entreprises d'être résilientes. Parce qu'on peut faire l'innovation sur les numériques responsables, la décarbonisation, sur l'IA. On peut faire l'innovation dans beaucoup de sujets. Et c'est ça qui va permettre à une entreprise d'être résilient, de continuer à être compétitif dans les marchés. Non? Et en fait, je voudrais dire aussi que finalement, la cybersécurité, ça doit être un moteur d'innovation. Il ne faut pas regarder la cybersécurité comme quelque chose que c'est un empêchement ou que c'est quelque chose qu'on n'a pas très envie de faire, mais on le fait parce que sinon on est en risque. Et la cybersécurité, il a beaucoup d'avantages et ça nous permet de gagner la confiance des clients, de notre fournisseur. Et après, qu'est-ce que je pense de le scénario là, les biscuits? Bon, je pense qu'on est tous d'accord que l'adoption de l'IA, c'est encore faible. En fait, beaucoup d'entreprises, ils sont les marges d'amélioration liées à l'utilisation de l'IA. C'est pour ça que imaginer un système d'IA, je pense qu'il y a beaucoup surtout pour les sujets de cybersécurité, il y a des sujets de cybersécurité un peu plus, on va dire, basiques ou un peu plus urgents que les entreprises doivent mettre en place. Mais la cybersécurité, juste la dernière chose, en fait, investir dans la cybersécurité, c'est aussi important pour après pouvoir faire l'investissement dans d'autres innovations comme les capteurs connectés, les IoT ou l'IA. Non? Si on met en place des solutions cyber, on sera après plus à l'aise pour aller plus loin dans la valorisation de la donnée, pour faire notre système beaucoup plus connecté. On est d'accord, merci Javier. Je pense que c'est en effet l'œuf et la poule. Est-ce qu'il faut faire l'IA d'abord, la cyber d'abord, ou la cyber et puis l'IA après? C'est un vaste débat et on va essayer de continuer à en parler avec Guy Flamand. Et donc, de la même manière, présentez-vous, dites-nous un petit peu ce que vous faites et pourquoi l'IA est source de risques supplémentaires. Merci. Donc Guy Flamand, je suis directeur du campus cyber de Nouvelle-Aquitaine. Le campus cyber, c'est une association qui a été créée il y a 2 ans, qui regroupe beaucoup d'acteurs publics, des collectivités, mais aussi de services de l'État, et des entreprises, essentiellement de la filière cyber néo-aquitaine, avec beaucoup d'objectifs qu'on peut résumer en un objectif final qui est de faire du territoire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire de confiance numérique, c'est-à-dire un territoire où on peut utiliser l'outil numérique dans toutes ses dimensions de manière apaisée et confiante dans à la fois son existence, sa capacité à fonctionner à chaque fois qu'on en a besoin et de créer de la valeur. Voilà. Et évidemment, la déclinaison opérationnelle de cette grande ambition politique a beaucoup de volets que je vous passerai parce qu'il me faudrait déjà toute l'après-midi pour vous expliquer tout ce qu'on fait dans le détail. Sachez juste que parmi toutes ces missions-là, on a des gros enjeux de formation et de sensibilisation justement au risque numérique, mais également on opère le centre régional de réponse à incidents. Donc si jamais vous êtes ou votre entreprise ou l'une de vos entreprises partenaires victimes d'une cyberattaque, n'hésitez pas à nous appeler. On vous accompagnera pour résoudre le problème. On n'a pas encore eu à traiter d'incidents générés ou provoqués par une IA. Enfin, en tout cas, pas à notre connaissance. Mais c'est un vrai sujet qui nous préoccupe. En tout premier lieu parce que l'intelligence artificielle, c'est un nouvel outil numérique. Donc c'est en tout premier lieu un outil. Et par contre, c'est un outil qui n'est pas livré avec une notice de sécurité.
Comme quand vous achetez voilà, un robot dans une entreprise ou une machine-outil, vous avez toutes les préconisations de sécurité qui sont attachées. Ça, dans tous les produits numériques, généralement, c'est un peu le maillon faible de l'histoire, c'est qu'il n'y a jamais les précautions de sécurité qui sont livrées avec. Et c'est ce qui fait que on a du mal à rattraper aujourd'hui le niveau de sécurisation de l'outil numérique par rapport à ce qu'il devrait être. Donc en tant que nouvel outil, forcément oui, il y a des risques attachés, comme tous les outils. Enfin, un tournevis, si vous l'utilisez mal, c'est dangereux. Une machine-outil, si vous l'utilisez mal, c'est dangereux. Une voiture, voilà, tous les outils, même une chaise, si vous l'utilisez mal, ça peut être dangereux. Donc oui, il y a des nouveaux risques. Alors ils sont un petit peu particuliers. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais c'est très particulier parce que c'est un outil numérique, donc qui agit avec des données sur des process et sur d'autres outils numériques. Et donc c'est un nouvel outil qui peut s'attaquer lui-même. On a fait voilà, dans nos expériences au sein de la filière des IA d'attaque configurées pour l'attaque qui étaient face à des IA entraînées pour la défense, juste pour voir qui allait gagner. Spoiler alerte, match nul. Dans tous les cas, c'est l'IA qui gagne. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a un grand vainqueur. Il y a des nouveaux risques qui sont liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en tant qu'outil d'attaque ou en tant qu'outil de défense, mais il y a aussi des risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en tant qu'outil numérique, puisque c'est un outil qui est moins déterministe que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà. Il y a un peu plus de flou dans le traitement de la donnée, et l'humain n'aime pas ça du tout. On aime vraiment s'approprier la façon. Donc il y a des enjeux sur l'explicabilité des algorithmes, sur la confiance qu'on peut apporter aux données qui sont utilisées et aux process qui sont mis en place. Donc oui, c'est un vaste sujet en termes de sécurité numérique et qui est absolument passionnant. Très bien, merci beaucoup. On va proposer à Madame Françoise Soulier la même chose, de se présenter, de nous dire votre avis sur ce scénario, sur les pratiques des hackers, peut-être un petit mot sur les IA génératives et le risque en sécurité de l'IA. Merci. Donc je suis Françoise Soulier, Faugelman. Je suis conseiller scientifique du Hub France-IA. Donc ça, c'est ma première casquette. Et ma deuxième casquette, celle pour laquelle je suis ici, je suis co-chair du groupe de travail IA du campus cyber à Paris. Et en tant que tel, je participe donc à l'EDIH qui s'appelle CIBIA. Et figurez-vous que CIBIA, ça veut dire cyber et IA. Donc, quand on parle d'IA et de cyber, je pense qu'il y a en gros deux sujets là-dedans. Le premier sujet, c'est le fait que j'ai fait de l'IA toute ma vie, j'ai mis en prod de l'IA toute ma vie, je me suis jamais posé la question, est-ce que ce truc-là va être attaqué? Ça veut dire, ça m'a jamais effleuré. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'IA peut être attaquée, on va y revenir après, et si elle peut être attaquée, ça veut dire que quand on développe une solution d'IA, on doit absolument mettre en place un processus de développement qui va produire de l'IA secure by design, comme on dit pas en français, d'accord? Donc l'ANSSI, par exemple, vient de faire sortir un document sur les bonnes pratiques pour développer de l'IA secure by design pour les IA génératives. Donc ça, c'est le bœuf à bas qu'on aurait dû avoir il y a très longtemps. Alors si je reviens à la petite histoire, manifestement, cette usine n'avait pas installé une IA en développement secure by design. Mistake. Deuxième attitude, c'est l'autre côté. Maintenant que j'ai développé mon IA, très bien, elle est là en prod, et cette IA, elle peut être attaquée. Alors les gens de la cyber protègent l'IA depuis toujours par les techniques habituelles qu'ils ont pour protéger n'importe quel système informatique. Ils font comme d'hab. Sauf que, manque de chance, c'est pas comme d'hab. C'est-à-dire que l'IA, on peut l'attaquer de façon très particulière, très spécifique. On a parlé tout à l'heure ce matin d'attaque adversarielle. Donc, dans l'exemple de la petite histoire de l'usine, en fait, je pense que le gars qui a semé la panique, là,
En fait, non, ce n'était pas un stagiaire, c'était un stagiaire qui avait été inspiré par quelqu'un qui lui a dit « fais donc ça ». Donc, une attaque adversarielle, ça va être de polluer les données, par exemple, de façon à ce que pendant l'entraînement, les données vont être pourries et donc le résultat va être pourri. Il va être pourri même éventuellement dans une direction qui intéresse le hacker. Donc toute cette partie analyse des attaques potentielles, à la fois sur l'IA prédictive et sur l'IA générative, il y a un document de NIST, 110 pages pour ceux que ça amuse, qui décrit toutes les attaques et qui décrit les pistes de remédiation, comme ils disent. Plein d'attaques, très peu de pistes de remédiation. Dit autrement, on sait attaquer, on sait beaucoup moins se défendre. Donc aujourd'hui, moi, pauvre pratiquant de l'IA que je suis, je me dis, mince, j'ai 2 boulots là. Premièrement, il faut que je sache comment je vais faire pour développer de l'IA de façon secure. Et deuxièmement, il faut que je comprenne, 1, les attaques contre l'IA, les attaques spécifiques, et 2, comment je peux me défendre. Si vous regardez les publications des gars de l'IA, ils sont très forts ces gars-là. Ils publient des attaques. Ils n'ont encore jamais publié des défenses. C'est ça qu'il nous faut. Donc essentiellement, il nous faut des thèses sur la défense de l'IA. Et ça, on n'a pas. Très bien, merci. Mon truc, c'est clair. Hein. Le gars, là, il a manifestement fait une attaque adversarielle. C'est rien d'autre. Je ne savais pas, j'ai inventé le scénario. Merci, en effet, ce sujet de la défense est fondamental. Javier, quand vous réfléchissez à ce sujet des risques cyber et de l'IA, le côté défense, qu'est-ce que vous en pensez au niveau des développements chez Technalia? Oui, l'intelligence artificielle pour se défendre des attaques de cyber, non? Et oui, là, on fait... Je pense que ça, c'est un sujet beaucoup plus intéressant pour les offreurs de solutions cyber que peut-être pour les entreprises de production. En fait, pour les entreprises de production industrielle, peut-être l'IA, c'est pour l'optimisation des processus, comme ça. Et l'IA, pour se défendre de la cybersécurité, ça, c'est pour offrir des solutions cyber. Il y a pas mal de gens dans les cybercampus, d'entreprises qui sont membres des cybercampus, ils ont des trucs très originaux, par exemple un hacker, en intelligence artificielle, comme Guy a dit. Il y a Adventera qui est ici aussi, qui fait de la IA générative pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Technalia, par exemple, on travaille avec une entreprise ici à côté, ES Decisions, à Vidar. Et pour les faire un module, ils ont un système de contrôle d'accès et d'utilisateurs, et on travaille avec eux un module de détection d'anomalies avec l'IA. En fait, ce sont des sujets qui ont travaillé à développer et qui continuent. Donc ça permet de rebondir pour Monsieur Guy Flamand sur ce volet de la défense. Et donc sécuriser les systèmes, c'est important. Et cette confiance dans l'humain qui développe les IA et l'humain qui doit gérer la cybersécurité, vous en pensez quoi de ce risque? Alors, il y a un petit refrain qui vient souvent dans les milieux de la cyber, c'est que voilà, 80% du problème se situe entre la chaise et le clavier. C'est de moins en moins vrai. Alors même s'il y a encore beaucoup d'interactions, enfin d'interventions humaines dans le déroulé des attaques, en fait, l'humain est de plus en plus instrumentalisé par les attaquants. Pour malgré eux, les aider à atteindre leur but. C'est le cas de, voilà, vous recevez tous des centaines de mails de phishing qui vous expliquent que vous avez gagné un iPhone ou que vous êtes... Moi j'ai gagné 100 millions, pourquoi un iPhone seulement? Ah mais, ouais, mais ça c'est... mais oui, mais ça c'est parce que vous avez de la chance, voilà. Ou que vous êtes en retard du paiement d'une amende, ou que vous avez un colis qui est arrivé mais qui est bloqué à la douane et vous devez payer 50 centimes. Donc tout ça, voilà, ça c'est des attaques qui sont
très largement amplifié maintenant par l'utilisation d'intelligence artificielle, notamment générative, puisque ça permet de faire des contenus qui sont beaucoup plus conformes au look et au contenu qu'on a l'habitude de recevoir d'adresses notamment plutôt institutionnelles. Ça permet de le faire plus vite et de manière plus industrielle. Bon, c'est une utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrialisation d'un process, soit. Néanmoins, il y a quand même un peu d'espoir là-dedans, c'est que il faut vraiment se rendre compte que l'humain n'est jamais complètement absent de l'intelligence artificielle. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et généralement, les outils sont utilisés par des humains. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs, une partie de ce qui nous différencie de l'animal, c'est qu'on utilise des outils et qu'on est capable d'en créer. Et en fait, la question de la confiance dans l'humain, elle est à tous les niveaux. Dans l'humain qui va penser l'intelligence artificielle pour une utilisation précise et les mesures de sécurité à mettre en place tout au long de son développement, dans l'humain qui va sélectionner les données de confiance pour alimenter l'intelligence artificielle, et in fine, des humains qui vont utiliser et superviser les résultats des processus. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui reposent sur l'humain. Il y aura toujours un peu d'humain quelque part, sinon c'est Matrix. Et encore, même dans Matrix, les humains sont quand même utilisés comme source d'énergie, donc on a quand même notre utilité dans un monde gouverné par l'IA. C'est, je pense, une des parties sur lesquelles le guide de l'ANSSI, d'ailleurs, à mon sens, n'appuie pas assez, c'est la place de l'humain dans le sujet, dans la sécurité des outils numériques en règle générale. Il ne faut pas faire l'impasse dessus. On a trop souvent tendance à utiliser l'outil pour quelque chose qui fonctionne en tout lieu, tout le temps, qui donne toujours les mêmes résultats et qui est incapable de faire des erreurs. Alors, je suis désolé, mais si les ordinateurs font des erreurs, les intelligences artificielles font des erreurs, elles hallucinent, elles affabulent, elles font plein de choses. Donc, il faut garder ce contact à l'humain qui est et qui restera encore pendant longtemps, je pense, assez essentiel. Ça me permet de rebondir avec Madame Soulier sur ce volet de la gestion des risques. Les data scientists sont-ils conscients de ces aspects cyber? Ont-ils à l'esprit la problématique lorsqu'ils développent une IA? Alors moi, je travaille beaucoup essentiellement avec des data scientists, mais donc aussi à travers le campus avec des gens de la cyber. Depuis quelques temps maintenant, disons 2 ans à peu près, je demande aux data scientists, on fait une analyse des risques, donc on a un groupe de travail en particulier sur les risques de l'IA, bon très bien, on travaille là-dessus, et à un moment je leur dis, et les risques cyber, alors où est-ce qu'ils sont dans notre travail là? Alors là ils me disent, ah bah non, ça c'est les gars de la cyber qui s'en occupent. Très bien, donc je vais voir mes petits camarades qui font de la cyber, et je leur dis, ah oui d'accord, ok, oui je comprends tout ce que vous me dites là. Et les risques cyber des applications IA, alors c'est où? Et ils me disent, c'est les data scientists. Donc le problème qu'on a, là, c'est balle au centre. C'est que les gars de l'IA, c'est pas leur problème, c'est ceux de la cyber. Les gars de la cyber, c'est l'autre. Donc aujourd'hui, on est en train de monter, au Hub Francilien, on est en train de monter, avec le campus cyber d'ailleurs, et le Césin, on est en train de monter un groupe de travail sur ces sujets-là, dans lequel on met des gens de la cyber et des gens de l'IA, parce que je pense profondément que c'est ni les gars de la cyber, ni les gars de l'IA tout seuls qui vont y arriver. Il faut qu'on y arrive tous ensemble. Et rapprocher des communautés, c'est pas complètement trivial. Ça veut dire j'ai fait ça beaucoup au campus, dans le groupe de travail IA avec des gars de la cyber. Faut d'abord commencer à savoir les mots qu'on va utiliser pour qu'on soit tous d'accord sur ce dont on parle. Il n'empêche que je pense que c'est urgent. Moi, personnellement, quand je vois ENIST et l'ANSSI et tous les équivalents de l'ANSSI sur la planète qui travaillent sur ces sujets-là et qui pondent des documents, c'est que quand même, il doit y avoir un problème. Donc, vous avez dit tout à l'heure que des attaques sur l'IA, d'IA sur l'IA, on n'en voit pas. Alors ça, c'est une question, moi, sur laquelle je ne suis pas claire du tout.
on n'a pas d'observatoire. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de sites qui s'appellent incident IA, blablabla. Ce n'est pas des attaques comme ça, mais il y a donc des sites, il y a l'OECD qui en répertorie. Donc la question c'est, ou bien il n'y en a pas encore, ou bien il y en a déjà, sauf que les gens ne le déclarent pas. On sait tous qu'il y a beaucoup plus d'incidents qui arrivent que ce qu'on sait. C'est-à-dire que les gens, ils ont été attaqués, ils ne sont pas franchement fiers d'eux, ils ne vont pas raconter partout à quel point ils ont été mauvais, à quel point ils se sont fait plumer. Donc je pense qu'un vrai besoin qu'on a aujourd'hui, c'est que les deux communautés se causent, et puis d'urgence, il faut vraiment que ça le fasse. Et le deuxième point, c'est il nous faudrait, et je ne sais pas comment on peut faire ça, il nous faudrait un observatoire des attaques IA sur l'IA, parce que ça nous manque, et comme on n'a pas ça, on ne sait pas comment c'est attaqué, et donc on ne sait pas comment se défendre. Ça, c'est vraiment absolument urgent. Puis un troisième sujet dont il faut qu'on parle, c'est d'avoir une espèce de cartographie de tout ce qui est l'écosystème de la cyber et de l'IA en France, voire en Europe, et vraiment ça manque. Voilà un projet intéressant, et donc je vais laisser M. Flamand rebondir et nous dire ce qu'il en pense. Côté cyber et IA, il y a aussi des choses sur le campus en Nouvelle-Aquitaine ? Oui, bien sûr. Alors, on a déjà plusieurs entreprises qui utilisent les outils d'intelligence artificielle pour la défense. Alors pour la défense au sens large. Parce que l'IA s'attaque l'IA, mais l'IA ça défend l'IA aussi. Exactement, quand même. Et c'est des outils qui sont, faut admettre, qui font gagner en productivité vraiment de manière incroyable. Et qui permettent de réagir à une vitesse dont l'humain est rigoureusement incapable. Et ça, dans ce cadre-là, le cadre de la défense pure, l'IA est utilisée depuis très longtemps, de manière, pour le coup, extrêmement sécurisée, parce que développée par des gens de la cyber. Alors maintenant que les développements à base d'intelligence artificielle se démocratisent, ils peuvent être mis en œuvre par beaucoup plus de gens qui n'ont pas forcément cette culture de sécurité, mais qui viennent quand même dans le milieu de la cybersécurité, parce que c'est un marché en plein essor avec une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années. Donc forcément, c'est très intéressant quand vous développez une entreprise d'aller gratouiller des parts de marché sur ce truc-là. Donc c'est là où nous, on commence à percevoir un petit danger. Et du coup, oui, je serais très très intéressé pour qu'on poursuive les discussions après la table ronde, parce qu'on va avoir un vrai besoin de régulation de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, à commencer par l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans le cadre des outils de défense. C'est-à-dire que là, pour le coup, on ne peut pas se permettre qu'un outil d'IA soit détourné de son utilisation première quand il s'agit d'un outil de défense. Parce que là, c'est pire que tout. C'est-à-dire que si votre défense se retourne contre vous, c'est la fin. là, pour le coup, c'est fini. Donc ça, c'est un vrai sujet qui, pour l'instant, n'est pas traité, mais alors pas du tout. Et pourtant, ça peut être une première brique pour justement faire en sorte que les spécialistes de l'IA et les spécialistes de la cyber se parlent plus facilement. Parce que là, pour le coup, ce sera un vrai enjeu commun. Plus largement, bien évidemment, on ne va pas laisser un outil aussi puissant que les outils d'intelligence artificielle de côté quand on est dans un secteur qui manque de bras, qui manque de tête, qui manque de puissance et qui a énormément besoin de renforcer son action sur tous les niveaux, de la sensibilisation de tout premier niveau jusqu'à l'expertise. Et ça, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup nos membres. On a un projet, on a tous les mêmes références, mais c'est parce qu'on en parle aussi. On a quelques projets, notamment qu'on va développer là dans les semaines et mois qui viennent, pour tirer tout le bénéfice des outils d'intelligence artificielle, notamment au niveau de la sensibilisation et de l'appropriation de la thématique cybersécurité par les chefs d'entreprise et par les élus dans les collectivités aussi, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi les collectivités qui gèrent de la donnée, des services publics, tout ce qui fait marcher en fait notre vie de tous les jours. Il n'y a pas que les entreprises.
Et en fait, ça mobilise beaucoup. On a déjà des très très beaux exemples technologiques, à la fois en défense, mais aussi en accompagnement des professionnels de la cybersécurité sur de l'automatisation d'un certain nombre de tâches, de la production de rapports. Alors pour ça, il n'y a rien de pire pour un expert cyber que d'être obligé de passer la moitié de son temps à écrire des rapports, alors que les IA génératifs font ça très 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 bien et beaucoup. Avec tout plein d'erreurs. Oui, mais c'est beaucoup plus facile de corriger un premier jet. Ça fait déjà gagner du temps. Et puis, comme généralement, les rapports ne sont pas lus. C'est pas très grave. Oui. Mais donc, oui, c'est vraiment... Il y a un engouement technologique autour de l'IA, parce que c'est un nouveau joujou, tout le monde a envie de jouer avec. Pour l'instant, nous, sur la sensibilité des sujets qu'on porte, on a cette chance-là, c'est de ne pas avoir d'amateurs. On a des gens qui sont très très intéressés, qui ont envie de s'y intéresser, mais qui sont dans une démarche très pragmatique, très mesurée, et qui se posent systématiquement la question de ok, si moi je peux faire ça avec, un attaquant pourra faire quoi? Et ça, pour nous, c'est très sain, mais on est dans un domaine très particulier. Donc, si je peux, ouais. En fait, là, il y a cette partie-là de les risques de cybersécurité d'un système avec intelligence artificielle, mais je pense que dans le futur, ça va être encore pire parce que on fait là, et pour faire l'IA, normalement, on a besoin de beaucoup de données. Et là, il y a des opportunités de mettre en place beaucoup d'acteurs qui vont partager la donnée pour faire l'IA, parce que peut-être qu'ils ne sont pas assez de données ou parce qu'il y a quelqu'un autre qui a des données complémentaires qui peut améliorer les résultats de mon algorithme. Et là, comment faire la sécurisation de cette... Pourrir la donnée, ça paye vraiment, quoi. On est d'accord. Pourrir la donnée, là, c'est top. Tu pourris la donnée, il y a plein de gens qui vont l'utiliser. Oui, comment faire la sécurisation de ces partages de données, de cette fédération de données? Ça, c'est une chose qu'on travaille à Technalia. Il y a des techniques comme le multi-party computing, l'encryptation homomorphique. Et là aussi, dans ce type de... Il y a un défi aussi au niveau d'architecture, parce que si on veut faire ces partages de la donnée, on ne peut pas faire confiance à personne. Ça veut dire que ça doit être un système où il n'y a pas un acteur qui supervise, ou que ça doit être des algorithmes et des architectures qui ont la confiance by design. En fait, comme disait Madame, ça va être le futur. Et dans les projets qu'on a fait dans ce sens, ça marche, mais il y a des défis là, de scalabilité qu'on est en train de travailler. D'accord, très bien, merci. Donc ce que j'entends en effet, c'est que force de la cyber française, unissez-vous et travaillez avec les data scientists qui développent des IA. Vous pourrez continuer la conversation ensemble, il n'y a pas de doute. L'IA, donc, très utile pour améliorer des applications nouvelles ou des processus. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, une entreprise doit mettre un investissement autant dans l'IA que dans la cyber. L'un ne va pas sans l'autre. Quels conseils vous pourriez donner aux entreprises sur ce point? Au campus cyber avec le DIH Cibia, en fait, on a mis en place des parcours. Et dans ces parcours, on a commencé par, entre guillemets, segmenter les entreprises. Il y a l'entreprise de base qui n'a rien, ni un pare-feu, ni un antivirus, et tous les mots de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Donc, j'ai envie de dire que pour des entreprises complètement vierges, il y a, moi, ce que j'appelle ça la valisette. Tu as une petite valise et tu as 3 produits là-dedans. C'est le bœuf à bas, mon ami. Allez, 4, 5. Donc, il faut vraiment se rendre compte qu'une entreprise qui n'est pas protégée du tout, elle peut être attaquée, bien entendu. Il y a des PME qui sont attaquées et en général, c'est entre
allez, 8 et 18 mois avant de déposer le bilan. D'accord ? Donc une PME qui est attaquée, sauf si elle a une trésorerie, mais vraiment de la mort qui tue, quoi. Si elle a une énorme trésorerie, elle va survivre, sinon elle va mourir. Donc les PME doivent comprendre qu'elles doivent analyser leur parcours, où est-ce qu'elles en sont. Est-ce que les mots de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, hein, pour le dire vite. Est-ce qu'elles ont déjà mis en place quelques méthodes? Est-ce qu'elles ont mis en place toute la panoplie? Et à chaque étape, de comprendre qu'en fait, on peut travailler sur l'entreprise là où elle en est et la protéger. De plus en plus de PME sont attaquées. Alors en France, l'ANSSI protège les gros, pas les petits. Donc les PME sont à poil. Ils peuvent vous appeler, Monsieur Flamand, si j'ai compris. Vous prenez aussi les appels d'Île-de-France, c'est bon? D'accord? Donc voilà. Donc il y a ce problème en fait de la protection, c'est que la réaction souvent des PME, c'est de ne rien faire et d'attendre le problème. Mais si vous attendez le problème, là, il fait très très mal le problème. Vous pouvez mourir, en fait, pour une entreprise. Donc je crois que ce qui est vraiment important, c'est que les entreprises prennent conscience qu'il y a un problème, que ce soit IA ou autre chose d'ailleurs. L'IA, j'ai envie de dire, c'est encore une couche de plus, qui peut-être n'est pas encore attaquée, va savoir, on n'en sait rien. Mais il faut absolument mettre en place toute une panoplie de méthodes, petit à petit, au fur et à mesure, de façon à être capable de réagir à des attaques, parce que la question n'est pas si vous allez être attaqué, vous allez être attaqué. La question, c'est quand et dans quel état vous serez au moment où vous allez être attaqué. Préparé ou pas préparé? Vous sautez dans la piscine en sachant nager ou sans savoir nager? C'est la seule question. Tout à fait. Donc, chez Captronic, nous préconisons également la sensibilisation avant que le problème arrive. Et Dynamique propose cet accompagnement à nos PME localement. Chez Campus Cyber, j'imagine que vous avez aussi une palette d'outils à destination des entreprises. Vous pouvez nous en dire un mot ou deux? Oui, alors on s'est focalisé sur les toutes premières étapes, notamment pour les TPE, PME qui n'ont rien, pour les accompagner sur justement la toute première phase de prise de conscience de ce rien, parce qu'on fait un diagnostic qui est gratuit et qui permet à la fin, bah oui, on met une note, voilà, on met une note sur 5. Je peux vous donner la moyenne là parce que je l'ai sorti hier avant de venir, c'est 1,47 sur les 500 diagnostics qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc autant vous dire que personne n'ira en... Oui, bah oui, tout le monde va redoubler. Mais on ne veut pas rester sur ce constat-là. Et en fait, dans le même temps, à la fin du diagnostic, on sort une liste de préconisations. Généralement, c'est les 6 préconisations les plus urgentes et les plus immédiates à mettre en œuvre pour améliorer sensiblement le niveau de sécurité et ramener un petit peu, faire remonter la moyenne. Et puis si l'entreprise ne se sent pas capable de le faire toute seule, on est en mesure de l'orienter vers des partenaires qui vont pouvoir la prendre en charge et l'accompagner sur la mise en place de ces solutions de sécurité. Ça, c'est la première étape. Il y en a d'autres, puisqu'on propose aussi des formations, des accompagnements. Mais on a des fois, il ne faut pas se le cacher, encore quelques réticences à « oui, on va s'arrêter ». On a quelques réticences à vaincre, c'est assez compliqué. Quand le chef d'entreprise se satisfait d'une note de 1,2 sur 5, alors généralement là on entame le deuxième étage de la fusée, c'est qu'on lui propose en direct de faire un état des attaques qu'il est en train de subir au moment où on se parle. Pour prendre conscience. Voilà, et là, généralement, ça aide, surtout quand on fait une recherche de compromission et qu'on lui démontre que l'attaquant est chez lui depuis plus d'un mois et qu'il a déjà exfiltré des centaines de mégas de données. Bien, sur ces mots d'encouragement. Avons-nous une question dans la salle? En 2 minutes, on peut y répondre. Je ne vois pas de main levée. C'est qu'on a été clair. Oui, allez, une petite question. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez noté une marque d'intérêt un peu plus forte ces derniers temps
sur la cybersécurité avec la situation de conflit aux frontières de l'Europe, de la part des décideurs et des financeurs. Alors, clairement, enfin voilà, il faut aussi savoir reconnaître les limites de son action. Au niveau de la sensibilisation, le campus cyber Nouvelle-Aquitaine est très très mauvais par rapport aux attaquants. Les attaquants font vraiment le boulot de sensibilisation. Il y a évidemment de plus en plus d'attaques, donc évidemment ça se sait de plus en plus. On note deux choses. On note bien évidemment une intensification des attaques qui est évidemment liée au contexte international. Hein. Il y a le conflit en Ukraine, en Israël, il y a les tensions habituelles à Taïwan. Enfin voilà, il y en a un petit peu partout. Il y a en Iran aussi. Enfin bon, bref. Donc c'est un terreau très très propice. On est dans une année de surexposition de l'État français par rapport à la scène internationale du fait des JO, mais aussi des positions qui sont prises sur tel ou tel dossier international. Et puis toutes les élections qui ont lieu en Europe Et aussi. toutes les élections qui ont lieu en Europe. Enfin, voilà. Donc tout ça mis bout à bout, ça crée une sorte d'état de frénésie cyber qui se ressent et qui fait que effectivement, de la part des entreprises mais des financeurs aussi, ça commence à bouger un petit peu. Alors pas du tout suffisamment. Parce que nous on a malheureusement vécu le scénario catastrophe, hein, c'est-à-dire voilà, on diagnostique une entreprise, on lui explique ce qu'il faut faire, elle le fait pas, elle se fait attaquer, elle dépose le bilan. Voilà, bon, et ben ça on l'a eu et pas qu'une fois malheureusement. Ça c'est, je dirais pas que c'est notre pain quotidien, mais malheureusement il y a, même si ça progresse, même s'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent au sujet, qui veulent s'approprier les mots-clés, les concepts pour pouvoir avancer, soit seul, soit en se faisant accompagner, c'est pas encore assez. C'est pas encore assez, mais on y arrivera. Merci beaucoup Guy Flamand. Il me reste à vous remercier tous les trois. Nous avons terminé pour cette table ronde. Léa, je te rends la main. Merci à vous quatre, bravo. Merci.